D'où tu parles, Raoult n'a fait que répondre à ça. Déjà, lui, il répond par sa déclaration d'intérêt. Sa déclaration d'intérêt, si mes souvenirs sont bons, il a un conflit d'intérêt de l'ordre de 13 ou 15 euros. Les gens qui l'ont attaqué, là, pour le coup, cumulés, on est sur des sommes en dizaines de millions d'euros de conflit d'intérêt. Là, pour le coup, ça interroge plus. Tu vois, le seul qui a dit qui il était jusqu'au bout en tant que médecin, je rappelle que la loi oblige tous les gens qui ont attaqué Didier Raoult, quoi qu'on pense du personnage, à dire s'ils sont payés par l'industrie pharmaceutique. Et les journalistes doivent leur demander, sinon c'est illégal. Imaginez le nombre de fois où ils l'ont fait. Et je le sais, j'ai des copains qui font des démarches auprès du Conseil de l'Ordre parce que ces gens, je suis désolé, doivent être punis, et le Conseil de l'Ordre refuse de statuer sur des articles pourtant légaux. Ce qui est normal, parce que le Conseil de l'Ordre des médecins a toujours été un chien d'attaque à qui le pouvoir politique a dit qu'il fallait traquer. Je vous rappelle que ça a commencé par Pétain, et je vous laisse deviner qui étaient les traqués de l'époque. Donc bon, l'Ordre des médecins a toujours cette mentalité très particulière d'être à la fois servile et cruel, tout dépend face à qui il est, mais bon, c'est pas grave, hein, ça ne réinvente pas la matière. Or, le souci qui se pose avec Didier Raoult est toujours le même. Didier Raoult a été pris pour cible depuis très longtemps. Moi, je suis désolé, la plupart des gens qui l'attaquent ne sont pas dans l'histoire de la médecine. Lui, oui. Parce que les mégavirus, parce que faut pas oublier que la base du métier de Didier Raoult, c'est chasseur de bactéries, et chasseur de virus. Donc il en a isolé énormément, d'ailleurs, il en a nommé un nombre incalculable, que d'ailleurs il n'a pas nécessairement nommé à son nom à lui, certaines le sont, mais la plupart sont nommés par référence à la ville de Marseille qu'il apprécie particulièrement. Donc, en réalité, Raoult a été pris pour cible il y a très longtemps, pour une raison que j'ai déjà dit plusieurs fois et que je redis, c'est qu'il est la branche européenne et la branche occidentale, en tout cas il est l'un des plus influents, d'un débat qui est un débat central de l'avenir, qui est le débat du repositionnement des molécules libres en médecine. Le problème, c'est que ce débat peut décapiter l'industrie pharmaceutique occidentale. Et l'industrie pharmaceutique occidentale le sait. Et d'ailleurs, je le dis très sincèrement, dans le jeu des puissances, la Chine, l'Inde, qui sont les pays qui poussent le plus pour que ce débat ait lieu, pour faire très simple, et on va essayer d'être très rapide là-dessus pour nos auditeurs, le repositionnement des molécules libres, c'est très simple. La nature est un grand livre, hein, ça c'est le cartésianisme, c'est l'humanisme, c'est les Lumières. Hein. La nature est un grand livre, on a déjà utilisé des tas de molécules qui ont révolutionné la santé humaine et qui nous ont permis de tripler notre espérance de vie. Le problème, c'est que ces molécules, une fois qu'elles ont été brevetées, et que le brevet est tombé dans le domaine public, elles rapportent plus un copec. Donc, l'industrie pharma préfère que ces molécules ne soient pas utilisées. Résultat, en épidémiologie, il y a des tas de molécules qu'on ne teste plus. Or, les pays en développement, eux, les testent. Un pays comme la France, et pourquoi Raoult est français? Je rappelle que la France possède deux des territoires avec la biodiversité, l'une des plus belles et l'une des plus grandes biodiversités au monde, qui sont la Guyane et surtout la Réunion. Et donc, nous aurions tout un vivier de plantes, de molécules rares, etc., que nous pourrions utiliser, à travers d'ailleurs une part de médecine qui est la médecine locale que nous pourrions faire fructifier, mais non, non. Or, je suis désolé de le dire, l'industrie pharmaceutique occidentale a beaucoup de mal à se renouveler. Pourquoi? Parce qu'elle travaille sur des molécules trop réduites en nombre, déjà et d'une, et parce qu'elle aime les rentes. Les rentes sont euh, euh, l'impuissance sexuelle, le Viagra, Pfizer, la dépression, très 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 grande machine à cash occidentale, et le dernier, le number one, au-dessus du cancer, le cancer en fait partie, hein, mais au-dessus de tout, le diabète de type 2. Alors là, un bon diabète de type 2 avec un mec qui l'a à 45 ans, il va mourir à 75 ans, il aura coûté le prix de 2 Ferrari, il aura été amputé de tous les bouts et on lui mettra des clenches, comme disent certains amis, enfin certains chirurgiens orthopédistes, c'est en or qu'on se les fait les bonbons. Le problème, c'est que nous avons une crise de notre système de production
de médicaments, nous avons une crise de notre rapport à l'industrie privée dans le cadre de la santé, et nous avons une crise de la crédibilité de la parole médicale parce qu'on y a mis trop de pognon. Or, Didier Raoult nous a rappelé ça, point 1. Point 2, je rappelle que si les traitements, il n'y a pas que le traitement de Raoult, il y a l'ivermectine, il y en a d'autres, que si ces traitements sont reconnus efficaces, l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle du vaccin, l'équipe technique fera des bips hein, là où on ne sera pas censuré, là je suis en direct, donc de la picouse, l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle devra être refusée parce qu'elle est conditionnée justement à l'absence de traitement. Vous imaginez le manque à gagner. Dans un contexte où l'UE et l'OMS veulent faire reculer la souveraineté des États sur le domaine médical, alors que je rappelle que la lutte contre les épidémies est l'un des cœurs de la souveraineté de l'État, et que ces gens ont démontré non pas leur inefficacité, mais leur nocivité. Pas tout à fait le même tarif. Or, je comprends tout à fait que les chiens se soient mis à aboyer. Ensuite, il y a un fort sentiment de soutien à la personne de Didier Raoult dans une part, non pas uniquement de la médecine française, mais il faut voir les signataires. Hein. Vous avez beaucoup de gens aux États-Unis et ailleurs. Donc, ce sont deux visions de la médecine qui se battent. Ce sont des gens qui, je le comprends, s'il y a une commission d'enquête, une partie de ces hommes et de ces femmes tomberont. Donc, ils veulent tout simplement faire place nette et faire en sorte qu'on oublie tout le volet politique de ce qui nous est arrivé. Je renvoie là-dessus au livre Pandémie de la peur de Kees van der Pige. Voilà, c'est aussi simple que ça. On s'est attaqué à cet homme, quoi qu'on pense de lui. C'est un grand universitaire et c'est un grand médecin. Point barre. Ensuite, on l'a accusé de manière ridicule d'avoir fait un essai thérapeutique sauvage sur 30 000 personnes. C'est délirant. Non mais écoutez, arrêtez vos bêtises. Il n'y a jamais eu d'essai thérapeutique réalisé là-dedans. Ces données-là maintenant sont disponibles, elles sont exhaustives. Il y a tout dedans. Tous les patients qui ont été traités à l'IHU pendant 2 ans, tous leurs traitements, et le résultat par la mort qui peut pas être truandé comme aucune des autres études puisque ce sont des résultats qui viennent de l'INSEE. On a calé qui était mort dans les 3 mois qui suivaient le diagnostic et la prise en charge à l'IHU dans les 3 mois. Donc c'est une étude dont les données sont certifiées et qui maintenant peut servir et elle servira pour l'histoire. Alors qu'il y a un droit extrêmement précis de l'étude observationnelle. Ça me permet un dernier rebond pour clore ce sujet. Les scientistes de labo commencent à m'énerver profondément. Pour une raison. À titre personnel, je ne sais pas ce qu'est... Enfin, je sais ce qu'est la recherche. Je suis moi-même chercheur. Je sais que beaucoup de ces scientistes méprisent les sciences comme les sciences juridiques, comme la philosophie, comme toutes les sciences de l'esprit. Bon. Pour eux, une recherche, c'est mathématique. Fort bien. Premièrement, des mathématiques, comme disait, je crois que c'était Disraeli qui disait il y a les petits mensonges, il y a les grands mensonges et il y a les statistiques. Le langage des chiffres a cela en commun avec celui des fleurs, qu'on lui fait dire ce qu'on veut, disait Gabin dans Le Président. Donc premièrement, le caractère neutre des mathématiques est une vaste blague que les vrais matheux connaissent, et d'une. Et de deux, ce que vous pensez ne s'applique pas à la médecine. Pourquoi ? Parce que pour la plupart d'entre vous, vous cherchez sur des tableaux noirs des choses que vous ne trouverez jamais. Parce que pour beaucoup de laborantins et de scientistes, vous ne trouverez jamais rien. Pour une raison, c'est que les gens qui ont trouvé ont des profils psychologiques qui sont totalement différents du vôtre. Je vais vous donner un exemple. Un vrai scientiste, laborantin, physicien aurait dû refuser les tests PCR. Vous savez pourquoi ? L'homme qui a eu le prix Nobel pour avoir inventé les tests PCR, vous savez ce qu'il est comme croyance personnelle ? Chaman. Et d'ailleurs, il le dit, j'ai eu l'idée du PCR, il l'a écrit dans ses mémoires, lors d'une crise de chamanisme. Vous auriez dû refuser, ça c'est pas... Attention, hein. Et puis attendez, Marie Curie, elle faisait tourner les guéridons.
Lisez Philippe Murray. Elle était profondément... Elle croyait au spiritisme, Marie Curie. Donc ça veut dire que Marie Curie, out. On est d'accord. Bon. Après, on va liquider tous les scientifiques qui croient en Dieu. Parce que Dieu, out. À la fin, il va rester qui? Pas grand monde. Et surtout, vous n'avez jamais vu un mec s'enfoncer devant vous. Moi, je sais ce que c'est la médecine parce que j'ai vu mon père sauver des gens, tout simplement. Et j'ai vu mon père fermer les yeux des morts. C'est ça la médecine. C'est ce que vous comprendrez jamais, ce que vous ferez jamais. Donc, continuez à... Et d'ailleurs, je vous le dis, si quelqu'un s'enfonce devant vous, vu ce que vous êtes, ne tentez pas de le sauver, ça l'achèverait. Donc, continuez à penser que le monde entier peut être réduit en courbe et laissez les gens, comme disait le professeur Soubiran, les hommes en blanc, laissez les hommes en blanc travailler. Parce qu'ils ont une fonction sacrée, une fonction anthropologique qui est là depuis l'aube de l'humanité. Vous, je ne sais pas si vous survivrez à l'affaire du fond Marianne, déjà. Donc, hein, laissez les gens qui sont là depuis que l'homme est homme, laissez-les bosser. Voilà, merci bien. Alors pour clore le sujet, juste rappeler que s'agissant d'intérêts financiers, il y a toujours une enquête en cours à la Commission européenne sur une information très étouffée, qui est les soupçons d'intérêt, de prise d'intérêt d'Ursula von der Leyen. Tout à fait. Auprès de Pfizer. L'enquête est en cours. Elle n'aboutira à rien. Je te le dis. Là, pour le coup, j'espère, comme toujours, j'espère me tromper. Ce sera peut-être la première fois, parce qu'a priori, en termes de prédiction, je me suis pas trop... alors que sincèrement, c'est ni mon goût, ni mon métier, mais tout simplement que certaines choses suivent leur voie tracée. Van der Leyen est très énervée à titre personnel, ça je le sais de source sûre, pour une raison, c'est qu'elle a déjà posé sa candidature au secrétaire général de l'OTAN et que les otaniens disent écoute, Bosch bonne à rien, ça fait déjà beaucoup, parce que je rappelle, elle est bonne à rien de notoriété publique, hein, c'était écrit dans le Spiegel. Hein. Mais si en plus, il faut avoir tes casseroles, mais en tout cas, je tiens à remercier une personne, qui est peut-être la seule personne encore honnête assise sur les bancs du Parlement européen, qui est Michel Rivasi, qui a tout fait pour que qui est une femme courageuse et qui a un staff dans lequel il y a des gens très très bien, qui a tout fait pour que cette affaire se pose malheureusement, et je pense que Michel Rivasi, si elle m'entend, j'ai eu le plaisir de la croiser quand j'y étais, je pense qu'elle-même sait que le meilleur moyen à Bruxelles, quand on a une embrouille de ce type-là, ce qui est l'une des premières fois, hein, eh bien on fait une commission comme d'habitude, et voilà. Mais tu as tout à fait raison de le souligner, ça prouve le degré, et c'est normal, la xénocratie et la corruption, ça va nécessairement ensemble. Parce que quand vous faites de la politique en xénocratie, et que donc il n'y a plus de critères de légitimité et qu'il n'y a pas de peuple à servir, eh bien vous êtes là pour le pognon. Ou alors c'est que vous êtes un malade mental idéologique, mais du niveau Waffen-SS, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vous interner. Or, et dans l'eurocratie, il n'y a que ça. Il y a 10% de dingues, de gens qui ont vraiment un projet idéologique malsain, et 90% de coupe-jarrets, de vol-goussés, comment dire, de dealers de porte-cochère améliorés. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.